Pierre de Villeneuve, vous recevez à présent Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonjour Olivier Faure. Bonjour. J'ai regardé sur Internet pour essayer de trouver votre adresse. Ça y est, vous avez déménagé ? Oui, si vous voulez parler de la mienne, c'est à Savigny-le-Temple, mais si vous voulez parler de celle du Parti Socialiste, effectivement, c'est à Ivry. Le Parti Socialiste existe, vous l'avez fait savoir encore dernièrement avec une motion de censure contre le gouvernement, mais vous avez dû vous allier avec la France Insoumise, avec le Parti communiste, pourtant vous n'avez pas forcément les mêmes idées. Non, nous avons des divergences, mais nous avons aussi un point commun, c'est que nous voulions tous, dans ce débat, appeler à plus de justice fiscale, et donc c'était l'un des points qui nous permettait de nous rassembler. Et comme vous le savez, nous ne pouvons pas déposer de motion de censure les uns ou les autres, puisque nous n'avons pas 60 parlementaires les uns ou les autres. Cette motion de censure, elle a été déposée le 13 décembre dernier. Elle visait justement à condamner la politique fiscale injuste, selon vous, après le soulèvement des Gilets jaunes. Aujourd'hui, alors qu'on est à l'aube d'un acte 7 destructeur pour l'économie française, est-ce que vous soutenez d'une certaine manière l'action des Gilets jaunes ? Moi, je n'ai jamais voulu être ni un soutien, ni un opposant aux Gilets jaunes. C'est un mouvement qui s'est construit en dehors des partis politiques et dont je respecte l'indépendance. Sur ces modes d'action, je dois dire que, évidemment, toute violence est à proscrire. Et il me semble évident que leur force réside non pas dans les actes violents qu'ils peuvent être amenés à conduire, mais dans la popularité qu'ils ont su conserver jusqu'ici. J'étais encore la veille de Noël avec les Gilets jaunes dans mon département et qui m'interrogeaient sur la façon dont je percevais leur propre action. Et je sais ce que je leur disais. Je leur disais, si vous voulez conserver une crédibilité, une autorité dans le débat public, vous devez conserver cette popularité et qui est liée au fait que vous êtes un mouvement pacifique et ce dont il convenait parfaitement parce que on parle des Gilets jaunes, il faut effectivement parler des Gilets jaunes. Il y a des porte-paroles qui sont parfois contradictoires les uns avec les autres, et il y a aussi d'un rond-point à l'autre des expressions qui sont très différentes. Ce qui les lie, c'est une colère commune, c'est une façon d'appréhender le monde et une incompréhension par rapport à la façon dont sont conduites les affaires de ce pays. Mais un mouvement pacifique, en l'occurrence celui des Gilets jaunes, marche-t-il, fonctionne-t-il encore en France ? Il y a un mouvement. Est-ce qu'il fonctionne ? Il fonctionne parce qu'il continue à y avoir une mobilisation qui ne se dément pas semaine après semaine, même si elle s'étiole forcément. Et il fait froid, les ronds-points c'est difficile. Et puis il y a une forme d'usure. Mais je vois aussi des gens qui sont déterminés à reprendre la parole, à retrouver ce qu'ils ont le sentiment d'avoir perdu depuis trop longtemps avec ce que nous sommes, nous, les partis politiques, qui les représentons trop mal de leur point de vue. Et donc, ils souhaitent continuer à agir et à faire entendre une voix qu'ils estiment une voix oubliée, négligée, méprisée. Et donc, ils sont encore là pour nous le dire. Et de mon point de vue, ils sont un stimulant utile. Parce que ils ont réveillé la classe politique. Il y a un monde politique. Vous en aviez besoin ? Vous ne l'auriez pas fait tout seul, sinon ? Je pense que j'en avais conscience. Mais c'est vrai que quand il y a un rapport de force qui s'installe dans un pays avec des gens qui, semaine après semaine, viennent rappeler au monde politique qu'ils sont là pour représenter des individus. Et qu'ils n'en veulent plus de la politique, d'une manière générale. Ils en font d'une autre façon. Sans le savoir. Sans le savoir, même parfois en le sachant, puisque certains d'entre eux veulent aller jusqu'aux élections européennes, donc être candidats. Et ce qui leur posera d'autres difficultés, parce que là, ils seront obligés d'homogénéiser leurs revendications. Des partis existants. Oui, et puis ils seront obligés surtout de se mettre d'accord entre eux sur un programme, sur des représentants, et ils commenceront à connaître les turbulences que connaissent les partis politiques. Ça existe aussi au sein des partis politiques, de pouvoir se mettre d'accord, et on va en parler dans un instant. Pour ce qui concerne le PS. Mais d'abord, une question d'actualité, Olivier Faure, si vous voulez bien. Alexandre Benalla circulant avec des passeports diplomatiques, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire le fait que le pouvoir a cherché à relativiser l'importance de l'affaire Benalla au mois de juillet dernier et que tout indique que cet homme n'était pas un individu comme les autres. Imaginez, voilà quelqu'un qui est censé être sanctionné après ses exactions du mois de mai et qui, au lendemain de ses exactions, obtient 2 passeports diplomatiques, un logement de fonction, participe à toutes les grandes actions de la présidence de la République et on nous dit qu'il a été sanctionné comme jamais
c'était le porte-parole de l'Élysée qui le disait. Il a comme été sanctionné jamais. 15 jours. Il a C'est-à-dire été que, sanctionné, selon les paraît-il, calculs, 15 il jours. aurait eu les passeports juste après la fin de la sanction. Il était censé, après cette sanction, être cantonné à des activités administratives. Et malgré tout, on le retrouve partout, il est sur tous les sujets. Et alors même que le Quai d'Orsay lui demande de rendre ses passeports, il les maintient. Il a une notoriété publique, il continue à se balader dans l'Afrique entière et de rencontrer un certain nombre d'émissaires particuliers, comme Alexandre Djouri. Et malgré cela, visiblement, l'Élysée ne vérifie pas qu'il a bien rendu ses passeports diplomatiques qui lui donnent une forme de sésame partout où il se déplace, ce qui est profondément inquiétant, soit sur l'amateurisme de cette présidence, soit sur le double langage que continue à avoir la présidence de la République, à savoir qu'Alexandre Benalla continuerait à jouer un rôle, ce que je ne peux pas croire. Mais du coup, pour vous, il est beaucoup présenté comme le sparadrap du capitaine Haddock pour l'Élysée. Soyons sérieux, est-ce que pour vous, Alexandre Benalla, au-delà de ça, c'est un danger pour Emmanuel Macron ou même un danger pour la République ? Ça peut devenir un danger pour la République. Je vois qu'il est impliqué dans des affaires de vente d'armes un peu partout dans le monde et qu'il fait un tourisme d'un genre particulier. C'est un touriste qui visite exclusivement les régimes autoritaires. Donc je me demande dans quelle mesure la parole de la France peut être entamée par celui qui continue à être vécu comme l'un des protégés du président de la République. Je vous rappelle que c'est à cette occasion que le président a eu cette phrase totalement iconoclaste, s'ils le veulent, qu'ils viennent me chercher. C'était parce qu'il voulait défendre Alexandre Benalla, sa réputation, et qu'il ne l'a jamais lâché jusqu'ici. J'entends que ces jours-ci, il prend ses distances, et c'est heureux, enfin, ai-je envie de dire. Même si on l'entend plus beaucoup ces derniers jours. Le Parti Socialiste se rapproche des Européennes, c'est au mois de mai, ça arrive très très vite. Et vous-même, vous vous rapprochez notamment de Place Publique, ce tout nouveau parti composé de personnalités. C'est quoi ? Vous allez faire quoi avec eux ? Moi, ce que je cherche à faire comprendre à l'ensemble de la gauche, et socialistes compris, c'est que, et c'est le mouvement des Gilets jaunes aussi qui en est une alerte, eh bien, il faut donner un débouché politique à des millions de Françaises et de Français qui cherchent aujourd'hui. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui appelle à plus de justice, notamment fiscale, sociale. C'est normalement le rôle de la gauche que d'être le débouché de ce type de manifestation. Que de la gauche ? Or, nous ne le sommes pas. Que de la gauche ? Historiquement, c'est la gauche qui a toujours été de ce côté-là et qui a toujours, à la fois sociologiquement, c'est notre rôle de défendre ces populations-là et c'est notre rôle aussi que de répondre à ce désir de justice. Or, nous n'en sommes pas le réceptacle. C'est juste un constat. Donc, nous ne le sommes pas parce que nous sommes profondément divisés les uns et les autres. Et que nous ne pouvons pas, avec une gauche éclatée façon puzzle, donner le sentiment qu'il y a quelque chose de possible. Ensemble, nous pouvons être en mesure de concurrencer, même voire de dépasser la République en marche. Et donc de recréer une espérance pour des millions de Françaises et de Français qui désespèrent de nous. Et donc la question c'est, est-ce que nous sommes pour que, au soir de ce tour unique des élections européennes, est-ce que nous voulons un 20h qui annonce une gauche en ruine, en miettes, une extrême droite en majesté et finalement 24% d'intention de vote. 24% d'intention de vote, comme vous le rappelez utilement. Une République en marche, en déclin, mais qui malgré tout reste le seul rempart face à l'extrême droite? Ou est-ce que nous voulons au contraire montrer qu'il existe face à l'extrême droite, face aux libéraux, une alternative de gauche? C'est ce que je souhaite. Donc vous englobez tout le monde, y compris Place Publique, y compris Ségolène Royal? Pour moi, il n'y a pas d'exclusive à donner et Ségolène Royal fait partie de celles et ceux qui, c'est pas du goût de tout le monde, Ségolène Royal. Je l'entends, mais c'est bien tout le problème de la gauche depuis longtemps. C'est que chacun a ses propres exclusives et donc moi je veux bien ci, moi je veux bien ça, à cette condition, etc. Moi et ça ne donne pas de conditions. Moi, je veux le changer, oui, parce que je crois que c'est absolument nécessaire, impératif même. Si nous continuons à donner dans ce registre-là, nous disparaîtrons ensemble. Merci Olivier Faure.